On se retrouve pour un nouveau direct sur BFM2 et vous le voyez en ce moment, nous suivons la conférence sur la sécurité à Munich. Au cœur des discussions, évidemment, l'Ukraine. On revient sur les enjeux de cette conférence avec Oksana Mitrofanova, politiste, chercheuse senior Institut d'Histoire mondiale Ukraine, à terre à l'Université Jean Moulin, Lyon 3 et autrice de France-Ukraine aux éditions de la MSH. Merci Oksana d'être avec nous. Bonjour. Alors, Volodymyr Zelensky doit rencontrer le vice-président américain J.D. Vance à Munich dans le cadre de cette conférence de sécurité avec notamment les hauts responsables russes. Peut-on supposer que des négociations auront lieu ou ont eu lieu en public, en coulisses, pardon, justement. En fait, il s'agit des premiers contacts avec l'administration de Trump. Du coup, pendant cette conférence, l'enjeu, c'est prendre les positions de différentes parties, c'est-à-dire chacun a ses propres intérêts. Il y a les intérêts de l'Ukraine, il y a les intérêts, bon, on peut imaginer de la Russie, mais il y a aussi la position de l'Europe et la position particulière du président des États-Unis. Du coup, on peut dire que pour l'instant, ce sont les préparations, les études de positions différentes, parce qu'il faut essayer d'établir une position commune, ce qui n'est pas du tout évident. Donc, on peut imaginer que la paix, malheureusement, aura le goût amer pour les Ukrainiens. Eh bien, justement, Emmanuel Macron a donné une interview dans le journal Financial Times et au lendemain de ces fameux appels téléphoniques entre Donald Trump et Vladimir Poutine, il émet des doutes quant à une paix durable. Il parle d'une capitulation. Est-ce que c'est ce vers quoi nous nous dirigeons? Bon, d'abord, peut-être il faut quand même reconnaître ouvertement que le temps précieux est perdu. Il faut dire tout ça. On revient au début de la guerre. Les Ukrainiens qui étaient les meilleurs, on peut dire les plus courageux, étaient sur le front. En ce moment-là, qu'est-ce qui a fait les Alliés, on peut dire? On a déclaré ses inquiétudes, on a parlé beaucoup des lignes rouges. Et en ce moment-là, l'Ukraine a manqué vraiment terriblement de munitions, on peut dire de l'artillerie lourde, le système de défense aérienne et les avions. Et donc, où se trouvent les Ukrainiens qui sont les plus courageux? Bah, il faut dire la vérité. Maintenant, ils sont au cimetière. Ils sont tout simplement les meilleurs soldats, sont tués ou gravement blessés. Donc, pendant le temps, quand on s'inquiétait, le temps était perdu. Ensuite, quand la France a parlé qu'il faut développer l'autonomie stratégique européenne, on a accusé ces pays dans la rupture des liens transatlantiques. Encore le temps précieux qui est perdu, et c'était le temps qui était possible de consacrer exactement à cette construction de l'autonomie européenne de défense. Si c'était possible de faire, peut-être maintenant, c'était possible d'avoir un peu l'autre monde. Donc, du coup, même peut-être si on n'utilise pas le mot de la capitalisation, on peut utiliser la définition comme l'accord bâclé. Tout simplement parce qu'actuellement, l'Ukraine n'a pas de puissance militaire pour récupérer le territoire occupé. Dans ce cas-là, il faut poser les questions. Si même l'Ukraine ne reconnaît pas de jure ces territoires occupés comme les Russes, il faut parler de la population qui reste de facto occupée ou séparée de l'Ukraine. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a trahi cette population, on a sacrifié cette population. Quand l'Ukraine était forcée de signer ce mémorandum de Budapest, quand l'Ukraine a donné, on peut dire, l'arme nucléaire qu'elle a reçue en héritage de l'Union soviétique, est-ce qu'on n'a pas prévu tout ça, que la Russie peut attaquer un jour, tout simplement, ayant ses intérêts géopolitiques? Donc, du coup, oui, je pense qu'on peut parler, dans certaines mesures, une trahison des peuples qui restent sur le territoire occupé, et on a un sacré droit de penser de l'avenir de cette population. Alors, Donc oui, la situation est vraiment, comment dire, difficile et Emmanuel Macron, président de la République, il a parfaitement raison que pour l'Ukraine, il n'a pas du tout les raisons d'avoir un optimisme. Aucune raison.
Alors effectivement, on a parlé de la capitulation dont a parlé Emmanuel Macron. Vous avez parlé de l'accord bâclé. Ça, ce sont les termes de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Mais il y a d'autres dirigeants en Europe qui s'expriment. C'est notamment le cas de Olaf Scholz, qui est le chancelier allemand. Il a déclaré que les Européens étaient ceux qui soutenaient le plus l'Ukraine et que c'était inacceptable de ne pas faire partie des négociations. Est-ce que l'Europe est-elle reléguée au second plan depuis l'investiture de Donald Trump? Mais bien sûr, l'Europe devra l'intervenir. Il ne faut pas oublier le fait que l'Europe a donné la moitié de l'aide de l'Ukraine. Donc, d'occuper maintenant la deuxième place, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre et l'Europe doit dire ouvertement que c'est injuste parce que l'Union européenne, l'aide qui était envoyée, ça représente au moins la moitié. Ensuite, le continent européen et l'avenir du continent européen, quand même, c'est plutôt le plus important pour les Européens, pas pour les États-Unis. Je vais vous donner l'exemple très simple. Vous pouvez imaginer la catastrophe ou l'accident sur une centrale nucléaire qui se passe, admettons, en Ukraine. Et c'est bien sûr, c'est envisageable parce que cette nuit, le sarcophage de Tchernobyl était frappé par le drone russe. Donc, on s'est réveillé aujourd'hui dans l'autre monde. Maintenant, on se retrouve dans le monde quand on frappe par le drone les centrales nucléaires. Donc, cet accident, ça va toucher qui? Les États-Unis et l'Europe. La même chose, on peut dire, la France, c'est un pays aussi nucléaire avec des centrales nucléaires. Alors juste pour Donc, tout nos le problème, éditeurs, c'est quand excusez-moi, même je dans vous le coupe Oksana. problème Donc européen. effectivement, Vladimir Zelensky a affirmé que la Russie avait frappé l'arche de confinement de la centrale accidentée de Tchernobyl. Le Kremlin, quant à lui, a affirmé que, ses forces ne lançaient pas d'attaques contre des installations nucléaires en Ukraine. Vous dites: «C'est faux». Comment dire, comment on peut définir, on peut dire le sarcophage. Il y a bien sûr les centrales, on peut dire, qui sont en activité, mais il faut comprendre que le sarcophage de Tchernobyl, c'est la centrale qui ne fonctionne plus, Oui. c'est-à-dire que ce n'est plus fonctionnable. Voilà. Donc, si on définit les centrales comme les centrales qui sont en activité, dans ce cas-là, Tchernobyl, ce n'est pas une centrale qui est en activité. Mmh. D'accord, Et il donc faut rappeler aussi peut-être que le sarcophage a été construit par les Français, par consortium Novarca. OK, et du coup, pour vous, quels sont les enjeux de ce type de frappe? Pour les quels sont les intérêts pour les Russes? C'est-à-dire les enjeux de frappe, on peut peut-être plutôt demander ça aux ingénieurs qui sont spécialistes des techniques nucléaires, mais en général, on peut dire qu'une centrale nucléaire, c'est l'endroit où on doit assurer la sécurité. Ce n'est pas du tout l'endroit où il faut stationner plein de camions avec des militaires, etc. Et quand les missiles aussi, quand les drones passent pas loin, on peut dire, de ces centrales nucléaires, ce qu'on a eu déjà avec d'autres centrales qui sont en activité en Ukraine, c'est la situation potentiellement dangereuse. On n'a pas prévu ça, on n'a pas prévu vraiment les attaques par les missiles ou voire par les drones contre les centrales nucléaires. On peut dire que c'est l'autre dimension du nucléaire. On ne parle plus de l'arme nucléaire, mais on parle de centrales qui peuvent être quand même assez dangereuses. Alors, Volodymyr Zelensky a déclaré aujourd'hui que l'Ukraine parlera à la Russie quand Washington, Kiev et ses alliés auront une position commune. Et aussi, il a ajouté que Donald Trump n'avait pas de plan prêt pour mettre fin à la guerre. Alors, peut-il vraiment, Volodymyr Zelensky, j'entends, avoir un poids dans cette alliance Trump-Poutine? Bien sûr, on peut dire que l'Ukraine se trouve dans la situation très difficile, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'a pas pour l'instant vraiment de plan exact de Donald Trump. Maintenant, il y a des réflexions, il y a un processus de négociation. Mais c'est vrai, moi je considère que le temps précieux qui a été perdu, et donc Zelensky, il pense tout simplement maintenant à la survie de la nation. Donc du coup, il est coincé, mais il ne sait pas du tout aussi quand même quelle sera la réaction de l'Europe. On ne sait pas qu'est-ce que l'Europe est prête à faire pour garantir cette sécurité.
On peut imaginer même les négociations qui mènent vers la paix, mais la paix qui n'est pas durable, qui est l'intérêt. Dans ce cas-là, on peut avoir peut-être un cessez-le-feu qui va durer 3 ou 5 ans, mais après, la Russie attaquera à nouveau l'Ukraine. Et pour l'instant, il n'a pas du tout les certitudes de ces garanties de sécurité à l'Ukraine. Merci beaucoup, Oksana Mitrofanova, pour nous avoir éclairé sur les enjeux de la conférence sur la sécurité à Munich du point de vue de l'Ukraine. On va continuer à suivre cette conférence actuellement en direct sur BFM2 et vous le voyez, c'est actuellement le vice-président des États-Unis qui prend la parole. On se retrouve très bientôt pour un nouveau direct sur BFM2.